Bienvenue sur La Voix du Livre. Abonnez-vous, likez et commentez pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi nous aider via le lien dans la description. Bonne écoute. Conte 1. Avertissement. De toutes les erreurs populaires, la croyance au vampirisme est à coup sûr la plus absurde. Je ne sais même si elle ne l'est pas plus que les contes de revenants. Les vampires ne furent guère connus que vers le XVIIIe siècle. La Valachie, la Hongrie, la Pologne et la Russie furent leurs berceaux. Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, nous dit « On n'entendit parler que de vampires depuis 1730 jusqu'en 1735. On les guetta, on leur arracha le cœur, on les brûla. Ils ressemblaient aux anciens martyrs. Plus on en brûlait, plus ils s'en trouvaient. » Il est étonnant que des êtres raisonnables aient pu croire si longtemps que des morts sortaient la nuit des cimetières pour aller sucer le sang des vivants, et que ces mêmes morts retournaient ensuite dans leur cercueil. Nous pouvons certifier cependant que des gens de mérite y ont cru, et que l'autorité elle-même a servi à propager de semblables absurdités. Nous engageons nos lecteurs à se défier de ces récits ainsi que des prétendues histoires de revenants, de sorciers, de diables, etc. Tout ce qu'on peut dire et écrire sur ce sujet n'a aucune authenticité et ne mérite aucune croyance. Nous avons tiré plusieurs contes de différents auteurs, l'Anglais Dufresnoy, les 1001 jours, Dom Calmette, etc. nous en ont fourni. Un grand nombre sont de notre imagination, et si nous n'en citons pas les auteurs en particulier, c'est que cela aurait entraîné à trop de longueur. Au surplus, si le vampirisme ne date que d'un siècle à peu près, la croyance aux revenants, aux sorciers, etc. date, je crois, depuis la création du monde, sans que personne de bon sens puisse assurer en avoir vu ou connu. Infernaliana ou Anecdotes, petits romans, nouvelles et contes sur les revenants, les spectres, les démons et les vampires. Conte 2, la nonne sanglante. Un revenant fréquentait le château de Lindenberg, de manière à le rendre inhabitable. Apaisé ensuite par un saint homme, il se réduisit à n'occuper qu'une chambre, qui était constamment fermée. Mais tous les 5 ans, le 5 de mai, à une heure précise du matin, le fantôme sortait de son asile. C'était une religieuse couverte d'un voile et vêtue d'une robe souillée de sang. Elle tenait d'une main un poignard et de l'autre une lampe allumée, descendait ainsi le grand escalier, traversait les cours, sortait par la grande porte qu'on avait soin de laisser ouverte et disparaissait. Le retour de cette mystérieuse époque était près d'arriver lorsque l'amoureux Raymond reçut l'ordre de renoncer à la main de la jeune Agnès qu'il aimait éperdument. Il lui demanda un rendez-vous, l'obtint et lui proposa un enlèvement. Agnès connaissait trop la pureté du cœur de son amant pour hésiter à le suivre. « C'est dans 5 jours, lui dit-elle, que la nonne sanglante doit faire sa promenade. Les portes lui seront ouvertes et personne n'osera se trouver sur son passage. Je saurai me procurer des vêtements convenables et sortir sans être reconnu. Soyez prêts à quelque distance. » Quelqu'un entra alors et les força de se séparer. Le 5 de mai, à minuit, Raymond était aux portes du château. Une voiture et 2 chevaux l'attendaient dans une caverne voisine. Les lumières s'éteignent, le bruit cesse, 1 heure sonne, le portier suivant l'antique usage ouvre la porte principale. Une lumière se montre dans la tour de l'Est, parcourt une partie du château, descend. Raymond aperçoit Agnès, reconnaît le vêtement, la lampe, le sang et le poignard. Il s'approche, elle se jette dans ses bras. Il la porte presque évanouie dans la voiture. Il part avec elle au galop des chevaux. Agnès ne proférait aucune parole. Les chevaux couraient à perte d'haleine. 2 postillons, qui essayèrent vainement de les retenir, furent renversés. Ce moment, un orage affreux s'élève, les vents sifflent déchaînés, le tonnerre gronde au milieu de 1000 éclairs, la voiture emportée se brise, Raymond tombe sans connaissance.
Le lendemain matin, il se voit entouré de paysans qui le rappellent à la vie. Il leur parle d'Agnès, de la voiture, de l'orage. Ils n'ont rien vu, ne savent rien, et il est à 10 lieues du château de Lindenberg. Le transporte à Ratisbonne, un médecin panse ses blessures et lui recommande le repos. Le jeune amant ordonne 1000 recherches inutiles et fait 100 questions auxquelles on ne peut répondre. Chacun croit qu'il a perdu la raison. Cependant, la journée s'écoule, la fatigue et l'épuisement lui procurent le sommeil. Il dormait assez paisiblement lorsque l'horloge d'un couvent voisin le réveille, en sonnant 1 heure. Une secrète horreur le saisit, ses cheveux se hérissent, son sang se glace. Sa porte s'ouvre avec violence, et à la lueur d'une lampe posée sur la cheminée, il voit quelqu'un s'avancer. C'est la nonne sanglante. Le spectre s'approche, le regarde fixement et s'assied sur son lit pendant 1 heure entière. L'horloge sonne 2 heures. Le fantôme alors se lève, saisit la main de Raymond de ses doigts glacés et lui dit « Raymond, je suis à toi, tu es à moi pour la vie. » Elle sortit aussitôt et la porte se referma sur elle. Libre alors, il crie, il appelle. On se persuade de plus en plus qu'il est insensé, son mal augmente et les secours de la médecine sont vains. La nuit suivante, la nonne revint encore, et ses visites se renouvelèrent ainsi pendant plusieurs semaines. Le spectre, visible pour lui seul, n'était aperçu par aucun de ceux qu'il faisait coucher dans sa chambre. Cependant, Raymond apprit qu'Agnès, sortie trop tard, l'avait inutilement cherché dans les environs du château, d'où il conclut qu'il avait enlevé la nonne sanglante. Les parents d'Agnès, qui n'approuvaient point son amour, profitèrent de l'impression que fit cette aventure sur son esprit pour la déterminer à prendre le voile. Enfin Raymond fut délivré de son effrayante compagne. On lui amena un personnage mystérieux qui passait par Ratisbonne. On l'introduisit dans sa chambre, à l'heure où devait paraître la nonne sanglante. Elle le vit et trembla. À son ordre, elle expliqua le motif de ses importunités. Religieuse espagnole, elle avait quitté le couvent pour vivre dans le désordre, avec le seigneur du château de Lindenberg. Infidèle à son amant, comme à son Dieu, elle l'avait poignardé. Assassinée elle-même par son complice qu'elle voulait épouser, son corps était resté sans sépulture et son âme sans asile errait depuis un siècle. Elle demandait un peu de terre pour l'un, des prières pour l'autre. Raymond les lui promit et ne la vit plus. Conte 3. Le vampire Arnold Paul. Un paysan de Medreiga, village de Hongrie, nommé Arnold Paul, fut écrasé par la chute d'un chariot chargé de foin. 30 jours après sa mort, 4 personnes moururent subitement, et de la même manière que meurent ceux qui sont molestés des vampires. On se ressouvint alors qu'Arnold Paul avait souvent raconté qu'aux environs de Kassova, sur les frontières de la Turquie, il avait été tourmenté longtemps par un vampire turc, mais que sachant que ceux qui étaient victimes d'un vampire le devenaient après leur mort, il avait trouvé le moyen de se guérir en mangeant de la terre du vampire turc et en se frottant de son sang. On présuma que si ce remède avait guéri Arnold Paul, il ne l'avait pas empêché de devenir vampire à son tour. En conséquence, on le déterra pour s'en assurer. Et quoiqu'il fût inhumé depuis 40 jours, on lui trouva le corps vermeil. On s'aperçut que ses cheveux, ses ongles, sa barbe s'étaient renouvelés et que ses veines étaient remplies d'un sang fluide. Le bailli du lieu, en présence de qui se fit l'exhumation, et qui était un homme expert dans le vampirisme, ordonna d'enfoncer dans le cœur de ce cadavre un pieu fort aigu et de le percer de part en part, ce qui fut exécuté sur le champ. Le vampire jeta des cris effroyables et fit les mêmes mouvements que s'il eût été vivant, après quoi on lui coupa la tête et on le brûla dans un grand bûcher. On fit subir ensuite le même traitement aux 4 personnes qu'Arnold Paul avait tuées, de peur qu'elles ne devinssent vampires à leur tour. Malgré toutes ces précautions, le vampirisme reparut au bout de quelques années, et dans l'espace de 3 mois, 17 personnes de tout âge et de tout sexe
périrent misérablement, les unes sans être malades et les autres après 2 ou 3 jours de langueur. Une jeune fille nommée Stanoska, s'étant couchée un soir en parfaite santé, se réveilla au milieu de la nuit, toute tremblante, jetant des cris affreux et disant que le jeune Miliau, mort depuis 9 semaines, avait manqué de l'étrangler pendant son sommeil. Le lendemain, Stanoska se sentit très malade et mourut au bout de 3 jours de maladie. Les soupçons se tournèrent sur le jeune homme mort, que l'on pensa devoir être un vampire. Il fut déterré, reconnu pour tel et exécuté en conséquence. Les médecins et les chirurgiens du lieu examinèrent comment le vampirisme avait pu renaître au bout d'un temps si considérable. Et après avoir bien cherché, on découvrit qu'Arnold Paul, le premier vampire, avait tourmenté non seulement les personnes qui étaient mortes peu de temps après lui, mais encore plusieurs bestiaux dont les gens morts depuis peu avaient mangé, et entre autres le jeune Miliau. On recommença les exécutions, on trouva 17 vampires auxquels on perça le cœur, on leur coupa la tête, on les brûla, et on jeta leurs cendres dans la rivière. Ces mesures éteignirent le vampirisme dans Medreiga,